Monsieur Désiré Koussaou, merci d'avoir accepté notre invitation sur Express. Vous avez animé aujourd'hui une masterclass sur le e-sport dans le cadre de la 6e édition de l'Africa Digital Summit. Justement, parlez-nous de l'évolution de l'e-sport. Oui, aujourd'hui, l'e-sport, on le voit, hein, ça explose de partout, tout le monde en parle. La preuve, je suis là avec vous aujourd'hui. Et c'est pourtant une pratique qui date de plus de 25 ans, presque 30 ans, mais qui était un petit peu considérée comme un simple hobby pour les jeunes. Depuis 5 à 10 ans à peu près, on voit qu'il y a une sorte de mouvement de professionnalisation qui s'opère aussi bien du côté des événements et on va dire de l'industrie que du côté même des joueurs et des équipes qui deviennent de plus en plus professionnelles. Et moi, j'ai voulu à un moment donné justement mettre la lumière sur cette opportunité que représente l'e-sport pour le continent africain, puisqu'on parle d'une pratique, le jeu vidéo, qui est une pratique d'abord pour les jeunes. Et quel est le continent le plus jeune de la planète? C'est l'Afrique. 70% de la population, moins de 30 ans. Je pense qu'à un moment donné, on a une opportunité de aussi apparaître, exister sur cette planète e-sport. Super. Aujourd'hui, la jeunesse est vraiment dans l'e-sport. On voit beaucoup de jeunes qui commencent à acheter des ordinateurs, des écrans spécialisés e-sport, des chaises. C'est des jeux qui sont vraiment équipés. Il y a même le Moroccan Gaming Expo qui a eu lieu récemment à Rabat. Vous avez assisté à l'événement? Oui, absolument. Comme aujourd'hui, j'étais invité comme speaker pour présenter un petit peu cet écosystème du jeu vidéo et de l'e-sport. Et j'étais assez impressionné d'ailleurs. Hein. C'était pour une première édition, c'était plutôt une édition réussie. Et j'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de se retrouver là-bas pour une seconde édition l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on peut parler justement d'une industrie e-sport? Et si c'est le cas, quels sont les défis que rencontre cette industrie aujourd'hui en Afrique? Alors d'abord, je voudrais donner peut-être un petit cadrage. Qu'est-ce que le gaming, qu'est-ce que l'e-sport? On utilise souvent les deux. C'est ça, c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Le gaming, c'est le jeu vidéo. Je suis sûr que vous-même, ça vous arrive de jouer sur votre... Je joue à Zelda. Ah ben voilà. Donc, vous jouez à Zelda. Vous jouez aux jeux vidéo. Zelda n'est pas de l'e-sport. Non. L'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. C'est comme la FIFA, par exemple? Comme FIFA, par exemple, le jeu de foot. Quand vous avez deux personnes qui s'affrontent, ou deux groupes de personnes qui s'affrontent au travers d'une mobile, d'une console, d'un PC, là on va parler d'e-sport. Le gaming, le jeu vidéo, c'est toute pratique. L'e-sport fait partie du gaming. Et peut-être pour redonner un cadrage, pour bien comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la keynote, l'industrie de la musique au niveau mondial, c'est 25 milliards de dollars. L'industrie du cinéma, on va dire à peu près 45 milliards de dollars au niveau mondial. L'industrie des plateformes, Netflix, Amazon+, Disney+, toutes ces industries des séries et autres, c'est 80 milliards de dollars. Si vous faites la somme des trois, on est à peu près à 150 milliards de dollars. L'industrie du gaming, c'est 200 milliards de dollars. C'est-à-dire que le gaming seul est plus gros que le cinéma, la musique et les plateformes de séries réunies. Et pourtant, lorsque vous allez voir vos décideurs ici en Afrique, vous remarquez, ils vont facilement investir sur des concerts musicaux, faire venir des artistes. Festival de cinéma. Sur le cinéma, je sais qu'on a tourné Star Wars il y a quelques années, quelques dizaines d'années ici. Évidemment les séries, il y a Nollywood par exemple au Nigeria, l'Afrique du Sud, voilà. Et tout ça, on a un accompagnement des décideurs, des publics, des annonceurs. Mais dès qu'on parle de jeux vidéo, on voit qu'il y a des freins. Et quels sont ces freins? Et c'est là qu'on revient à la question des challenges. Il y a trois principaux challenges. Un challenge technologique. Aujourd'hui, pour pouvoir réellement pratiquer dans de bonnes conditions du jeu vidéo et l'e-sport, il faut des infrastructures. Il faut avoir accès à Internet, il faut avoir des serveurs de jeux. Les éditeurs de jeux, malheureusement, ne viennent pas investir sur le continent. Il faut évidemment une bonne qualité électrique, parce que quand on joue, il faut l'électricité. Et il y a encore beaucoup de pays où l'électricité n'est pas garantie. Donc il y a tout un aspect infrastructure technologique qui reste à couvrir. Et il y a un deuxième frein qui est un frein, on va dire, financier. Acheter un ordinateur, ce n'est pas donné à tout le monde. En Europe, en Occident, on a au moins un PC dans chaque foyer. Ici, on se doute bien que ce n'est pas le cas. Les consoles, c'est plus facile, mais ce n'est pas encore aussi répandu. Il n'y a que le mobile. Le mobile, aujourd'hui, on peut considérer que tous les jeunes ont un mobile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays en développement, comme l'Afrique ou certaines parties de l'Asie, sont très, très investis
sur l'industrie du mobile gaming. Et donc c'est peut-être là qu'on a une chance, nous en tant qu'Africains, de percer sur le mobile gaming, même si certaines régions d'Afrique, notamment l'Afrique du Nord et puis plus spécifiquement l'Afrique du Sud, existent aussi sur la console et le PC parce que le pouvoir d'achat le permet. Et je dirais que pour rester sur l'aspect financier, il y a un aspect qui moi me tient à cœur. On parle souvent du ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain. ZLECAf, oui. On se demande pourquoi j'en parle. C'est ça? Eh bien tout simplement lorsque je discute avec les éditeurs de jeux, ils me disent quand je vais en Europe, j'installe un serveur en France. Quel que soit le pays duquel le joueur se connecte et dépense son argent, c'est facile, c'est de l'euro, je récupère mon argent, le serveur est en France. Parce qu'il y a une infrastructure. Toute l'infrastructure. Et donc les transferts financiers pour ramener le chiffre d'affaires au siège sont assez simples. Quand vous venez en Afrique, ils me disent, si j'installe mon serveur au Maroc et que j'ai un joueur tunisien ou un joueur sénégalais qui se connecte, il va payer avec évidemment sa carte bleue locale. Comment je traite ça aujourd'hui? Il n'y a pas de libre-échange. Ok, mais même au Maroc, je pense que le Maroc est ouvert aujourd'hui. Non, aujourd'hui, même si aujourd'hui un éditeur de jeux installait son serveur au Maroc et qu'il avait des millions de joueurs de toute l'Afrique qui venaient se connecter, le chiffre d'affaires qui serait généré aujourd'hui, il serait généré forcément au Maroc. Et le rapatriement de ces devises. Ben oui, l'éditeur il est en Asie, il n'est pas installé au Maroc, il faut qu'il ramène son argent. Et moi j'ai discuté avec des éditeurs qui m'ont dit mais c'est un enfer. C'est un enfer. Mais est-ce que, donnez l'exemple de la France, est-ce que par exemple en France ils ne paient pas une taxe? Est-ce que ça pourrait être la même chose au Maroc? Quand vous êtes dans les pays développés, les contrôles d'échange sont beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles. Et surtout vous touchez un marché en euros. Toute l'Europe est en euros. Quand vous vous êtes attaqué au Maroc, le joueur sénégalais, il n'est pas en dirham. C'est pas la même monnaie. Le joueur nigérian, il n'est pas en dirham, il est en naira. Et donc tout ça complexifie énormément les choses. Et donc il y a des solutions. Il faut qu'on arrive à créer cette zone de libre-échange pour qu'un éditeur de jeux qui vienne investir par exemple un serveur au Nigeria, il puisse se dire je vais toucher 54 pays, je vais pouvoir réellement franchir les frontières sans me poser la question quelle est la taxe qui va s'appliquer, quel est le contrôle d'échange qu'il va falloir gérer. Et moi, il me dit c'est juste un enfer. Ils ont essayé, c'est un enfer. C'est parmi les défis. C'est l'un des défis. Et le troisième défi, qui n'est pas le moindre, je ne sais pas si vous êtes maman. Pas encore. Pas encore. Mais je suis sûr que si vous aviez été maman, vous m'auriez dit ah, mon enfant, il joue trop sur les écrans. J'ai mes sœurs qui se plaignent de ça. Ben voilà. Et en fait, il y a cette perception du jeu vidéo aujourd'hui. C'est la perception sociologique du jeu vidéo. C'est-à-dire que si vous êtes parent, votre enfant, s'il va jouer au football dehors, vous allez vous dire « Ah, c'est bien, il va jouer dehors ». Mais s'il vous demande d'aller jouer sur son écran, généralement, il y a un frein. Le jeu vidéo n'est pas considéré, en fait. Il y a une sorte d'idée de risque. Une sorte de... Laisser un enfant jouer aux jeux vidéo, il va perdre son temps, il va être violent, il va se couper du monde. Tout est faux. Quand vous jouez aux jeux vidéo, les gamins ils sont entreconnectés, donc ils communiquent. Ça développe des réflexes, ça développe même une certaine idée de stratégie parce que c'est des jeux d'équipe. Et tout ça n'est pas pris en compte. Et puis ça donne des opportunités. Aujourd'hui, il y a des grandes équipes professionnelles qui payent très bien leurs joueurs. Et ça, c'est compris ailleurs. Et en Afrique, malheureusement, on a ce frein-là. En tout cas, M. Désiré, merci beaucoup pour vos explications. Avec grand plaisir. Et au plaisir de vous rencontrer à la prochaine édition de ADS. Je n'attends que votre invitation. Merci beaucoup. Merci.